Bonjour tout le monde, je m'appelle Wendy et je suis une gestionnaire de projet du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. Je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire, La variole du singe, ce que les cliniciens doivent savoir, organisé par le CCNMI en partenariat avec l'Agence de santé publique du Canada et l'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada. Je souhaite d'abord souligner que le CCNMI est situé à l'Université du Manitoba sur le territoire du Traité 1 et les terres originelles des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, de même que c'est la terre natale de la nation métisse. Reconnaissons les temps du passé et engageons-nous à travailler activement à la réconciliation en collaborant avec les communautés autochtones. Et maintenant, présentons nos conférencières pour ce webinaire. Nous recevons aujourd'hui Dr. Geneviève Cadieux et Dr. Geneviève Bergeron de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci à nos panélistes d'être ici aujourd'hui et je vais maintenant passer le micro à Dr. Cadieux et Dr. Bergeron. Merci beaucoup, Wendy. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous décrire l'épidémiologie de la variole simienne à Montréal, au Canada et dans d'autres pays non endémiques. D'abord, je souhaite mentionner que je n'ai aucun conflit d'intérêt et je souhaite remercier les employés de la Direction régionale de santé publique de Montréal, en particulier ceux qui ont travaillé sur les analyses épidémiologiques que je vais vous présenter aujourd'hui, en particulier Céline Signard, Claude Tremblay et Pierre Larochelle. Donc, la présentation aujourd'hui, je vais d'abord décrire l'épidémiologie de la variole simienne à Montréal. Ensuite, je vais faire un survol rapide de l'épidémiologie de la variole simienne ailleurs au Canada. Et puis, je vais comparer à d'autres pays non endémiques. Pour débuter avec l'épidémiologie de la variole simienne à Montréal. Donc, l'éclosion a été détectée initialement le 12 mai. C'est un clinicien qui travaillait dans une clinique de santé sexuelle à Montréal qui nous a signalé 5 cas de lésions qu'il croyait être du chancre mou. Et c'est une infection qui est très rare à Montréal, donc ça a tout de suite levé un drapeau. Quelques jours plus tard, dans ProMed Mail, il y avait une annonce à l'effet qu'il y avait eu 7 cas confirmés de variole simienne au Royaume-Uni avec aucun lien avec des pays endémiques. Et le lendemain, le même clinicien a fait le lien entre la présentation clinique qu'il voyait chez ses patients et l'affichage dans ProMed Mail. Et il nous a rappelé pour nous dire, écoutez, je pense qu'on a des cas de variole simienne à Montréal et j'en ai vu 7 de plus depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Donc, voici ici la distribution des cas de variole simienne à Montréal basée sur la date de début des symptômes. Donc, on voit que le premier cas a débuté ses symptômes le 28 avril et on a eu une augmentation assez rapide du nombre de cas suite à ça jusqu'à peu près à la fin mai. Ensuite, au début juin, on a vu une baisse du nombre de cas de variole simienne déclarés et une petite recrudescence à la fin juin. Si on regarde par date de déclaration, ce qu'on observe plutôt, c'est un plateau. Donc, on semble avoir atteint probablement un plateau du nombre de nouveaux cas. Donc, la transmission se poursuit, mais on n'est pas en augmentation rapide du nombre de cas. Si on regarde les caractéristiques sociodémographiques des cas montréalais, on note que la médiane d'âge est de 37 ans et on n'a aucun cas chez les enfants à ce jour. La majorité de nos cas sont de sexe masculin. On a également 2 personnes trans qui sont infectées. Et tous les cas sont des ARSA, excepté 3. Et on a 5 cas parmi les ARSA en situation d'itinérance. Du point de vue de la présentation clinique, si on regarde du côté des lésions, la majorité des cas présentent soit des lésions génitales ou anales. Et d'un point de vue des autres symptômes, les plus fréquents sont la lymphadénopathie, la fatigue et la fièvre. Par rapport à la gravité de la maladie, on a connaissance de 5 hospitalisations pour des raisons médicales jusqu'à présent, 2 en raison d'un risque d'obstruction des voies respiratoires supérieures, 2 en raison d'une infection bactérienne secondaire et 1 myocardite. Les durées de séjour sont indiquées ici et on n'a pas encore la durée de séjour pour le dernier cas qui est toujours hospitalisé. Il y a 3 cas sur 4 qui ont reçu le Tecovirimat. Il y a un cas pour lequel, le dernier, pour lequel l'information n'est pas encore disponible. Jusqu'à présent, toujours aucun décès lié à la variole simienne à Montréal. Par rapport aux sources d'acquisition probables des cas,
Et c'est 91 des cas qui ont probablement été infectés lors d'un contact sexuel. Et parmi ceux-ci, à peu près le quart ont fréquenté un lieu de socialisation avec sexualité sur place. Plus tôt dans l'épidémie, c'était beaucoup plus. C'était autour de 52 des cas qui avaient fréquenté un de ces lieux. Donc, ça a diminué au fil du temps. On a également 11 des cas qui ont eu du sexe en groupe, 11 des cas qui ont eu des relations sexuelles à risque lors de voyages hors Québec, 1 seulement qui ont donné ou reçu de l'argent ou des biens en échange de sexe, et 43 qui ont eu d'autres types de contacts sexuels non énumérés ci-dessus. Donc, cette proportion-là, elle a augmenté à travers le temps. Et quand on regarde parmi ces personnes-là, ce qu'on note, c'est que dans les 21 jours avant le début des symptômes, le nombre médian de partenaires sexuels était de 2, moyenne de 2,7. Et il y avait quand même 36 de ceux-ci qui n'avaient eu qu'un seul partenaire sexuel durant la période d'incubation. Par ailleurs, il y a un cas où on est à peu près certain qu'il l'a acquis dans le contexte d'un contact domiciliaire et il y a à peu près 8 des cas pour lesquels la source est vraiment difficile à déterminer en raison en partie d'une collaboration imparfaite à l'enquête. Donc, certaines personnes qui ne souhaitent pas révéler leur comportement sexuel. On est allé voir dans les données si la vaccination contre la variole dans l'enfance pourrait être protectrice contre la variole simienne. Donc, on a regardé parmi nos cas âgés de 50 ans ou plus, dont il y avait 46 cas, ceux qui ont reçu le vaccin contre la variole, la variole humaine dans l'enfance. Donc, c'était 52 de nos cas. Donc, quand même, la moitié des cas avaient déjà été vaccinés dans l'enfance. Donc, on se dit que la vaccination contre la variole il y a longtemps n'est pas si protectrice contre la variole simienne actuellement. Il y avait également un quart des cas qui n'avaient pas reçu la vaccination contre la variole et à peu près aussi un quart des cas qui ne se souvenaient pas s'ils avaient reçu la vaccination contre la variole dans l'enfance. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, évidemment, c'est de suspecter la variole simienne et effectuer un test pour détecter celle-ci, même parmi les gens qui ont été vaccinés contre la variole lorsqu'ils étaient enfants. Si on regarde maintenant l'information qui nous est rapportée par les cas par rapport à leurs contacts, donc il y a eu juste au-delà de 1400 contacts qui ont été rapportés et malheureusement, 80 de ceux-ci sont non identifiables. Donc, ça veut dire que soit qu'on a seulement un prénom ou un surnom, ou on n'a pas de nom du tout, donc des contacts anonymes. Et donc, ça limite vraiment notre capacité de faire le traçage et d'offrir la prophylaxie post-exposition. De plus, il y a près d'un quart des cas qui ont rapporté avoir eu des contacts sexuels durant leur période de contagiosité. Donc, typiquement, c'est au début de la période de contagiosité, avant que le diagnostic soit posé, mais quand même, ça pourrait contribuer à la transmission qu'on continue d'observer à Montréal. On a fait une analyse des réseaux sociaux à quelques reprises depuis le début de l'épidémie. La dernière date du 21 juin et les résultats sont assez stables dans le temps. Donc, ce qu'on a à retenir de cette diapo, c'est que oui, il y a une certaine agrégation des cas autour de certains lieux de transmission, comme on voit à droite, mais c'est important de noter qu'il y a vraiment beaucoup de cas pour lesquels on n'est pas capable de les lier à d'autres cas ou à des milieux de transmission. Donc, encore là, ça démontre que les contacts sexuels non identifiables ou anonymes viennent vraiment rendre difficile finalement le traçage et l'identification des chaînes de transmission. Donc, pour résumer, à date, à Montréal, la transmission est observée presque exclusivement parmi les HRSA. La transmission est principalement liée au contact sexuel et donc on se doit de repenser les mesures de contrôle de l'épidémie, en particulier l'isolement prolongé des cas, si vraiment la variole simienne s'apparente davantage à une ITS. De plus, l'acquisition liée à la fréquentation des lieux de socialisation avec sexualité sur place a diminué au fil du temps, alors que l'acquisition par d'autres types de contacts sexuels a augmenté. Jusqu'à présent, on n'a aucune évidence de transmission au sein des refuges pour personnes en situation d'itinérance. On n'a aucune évidence non plus de transmission liée au travail parmi les cas qui sont des travailleurs de la santé. Et il y en a quelques-uns, cas travailleurs de la santé, et généralement parlant, il s'agit de HRSA qui l'ont acquis par le biais de contacts sexuels.
Et finalement, la majorité des contacts rapportés par les cas continuent d'être non identifiables et donc le traçage des contacts et la prophylaxie post-exposition ont probablement un impact très, très limité là, sur le contrôle de la transmission à Montréal. Donc, pour la deuxième partie de la présentation, je vais faire un survol ultra rapide de l'épidémiologie de la variole simienne au Canada. Donc, on voit ici des données qui sont disponibles sur le site web de l'Agence de santé publique du Canada. Vous verrez qu'on a un total de 539 cas au Canada selon les données les plus récentes. La grande majorité de ces cas-là se situe au Québec et donc à Montréal. Et puis, la deuxième province la plus affectée, c'est l'Ontario, suivi de loin de la Colombie-Britannique avec 32 cas, l'Alberta avec 12 cas et la Saskatchewan avec 2 cas seulement. À date de ce qu'on entend des autres provinces, l'épidémiologie de la variole simienne ailleurs au Canada semble être très, très similaire à ce qu'on voit à Montréal. Et puis, Toronto nous rapportait qu'ils ont vu une hausse marquée du nombre de cas qui a été observé là, au cours des 2-3 dernières semaines. Donc, pour la troisième partie de la présentation, on va rapidement comparer à d'autres pays non endémiques. Donc, la courbe EPI qui est présentée ici, elle est issue du rapport de situation de l'OMS du 6 juillet, qui était le plus à jour au moment de cette présentation. Et ce qu'on voit, c'est que la région du monde qui est la plus affectée, c'est vraiment la région de l'Europe, et c'est suivi de la région des Amériques en bleu. Et on voit que la courbe EPI là, est en augmentation depuis la fin avril, ou pardon, depuis la mi-mai environ. Donc, la figure ici vous présente les courbes du nombre de cas cumulatifs dans plusieurs pays qui sont parmi les plus affectés. Le pays qui était le plus affecté pendant plusieurs semaines, c'était vraiment le Royaume-Uni, qu'on voit ici avec la ligne brune foncée. Mais récemment, là, le Royaume-Uni semble avoir été dépassé par l'Espagne, qui a maintenant le plus grand nombre de cas cumulatifs. Et on note que l'Allemagne se rapproche là, du Royaume-Uni de plus en plus. On note également la forme de la courbe des États-Unis qui indique vraiment une croissance exponentielle, contrairement aux autres courbes. Et puis, on note aussi qu'il y a beaucoup de cas en France également, puis au Canada, on voit une augmentation progressive là, du nombre de cas depuis à peu près la mi-mai. Si on revient au rapport de situation de l'OMS publié le 6 juillet, les constats épidémiologiques étaient très, très similaires à ce qu'on voit à Montréal. Donc, la grande majorité des cas étaient des hommes. L'âge était exactement le même qu'à Montréal, l'âge médian de 37 ans. Par contre, dans d'autres pays, on a détecté des cas chez les enfants. Donc, 6 cas jusqu'à présent qui ont été rapportés chez les personnes de 0 à 17 ans. Et le mode de transmission n'a pas été partagé jusqu'à présent, quoi qu'on puisse imaginer qu'il y a probablement des contacts domiciliaires dans ce groupe. Les facteurs de risque identifiés, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes est identifié là, ailleurs dans le monde également, et les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels dans les derniers 21 jours. Le principal mode de transmission, comme à Montréal, semble être les contacts sexuels. Et d'autres juridictions à travers le monde ont noté des enjeux importants à retracer tous les contacts et briser les chaînes de transmission. Donc, ce qu'il faut retenir de l'épidémiologie de la variole simienne jusqu'à présent, c'est vraiment de suspecter la variole simienne parmi les ARSA et les contacts étroits de cas qui présentent des symptômes compatibles, d'effectuer un test pour confirmer le diagnostic, et finalement de rapporter les cas probables et confirmés à votre direction de santé publique, non seulement pour permettre le suivi de la situation épidémiologique, mais également pour nous permettre d'évaluer l'efficacité de la vaccination et les autres mesures de contrôle de la transmission. Alors voilà, ça termine ma présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais maintenant poursuivre avec le survol de la réponse de santé publique à la variole simienne. Donc, je n'ai aucun conflit à déclarer. J'aimerais remercier là, plusieurs acteurs importants dans la réponse, listés ici sur la diapositive. Donc, je vais couvrir la détection et déclaration des cas, la gestion des cas et contacts, la stratégie vaccinale qui a été employée jusqu'à maintenant, les interventions dans les milieux potentiellement exposés et des aspects de communication également. Donc, débutons avec la détection et déclaration des cas. Donc, le premier élément que nous avons fait est un appel à la vigilance destiné aux cliniciens qui pourraient voir des cas avec des lésions ulcéreuses, génitales et buccales qui étaient d'étiologie indéterminée à Montréal. Donc, on a envoyé un appel à la vigilance le 19 mai. Il y a eu plusieurs mises à jour
depuis ce temps-là, la dernière étant le 13 juillet 2022. Puis essentiellement, ce qu'on demande aux cliniciens, c'est d'évaluer les patients présentant des symptômes compatibles avec la variole simienne, de dépister les cas suspects, donc de faire les prélèvements, de mettre en place les précautions appropriées en prévention contrôle des infections, de déclarer les cas probables aux autorités de santé publique et de communiquer les recommandations de prise en charge au cas ainsi qu'au contact. Donc, la définition de cas pour les cas suspects, c'est une personne qui présente des lésions cutanées avec au moins un symptôme systémique, fièvre, céphalée, myalgie, arthralgie, dorsalgie ou lymphadénopathie sans autre cause évidente, ou une personne qui présente des lésions cutanées génitales, périanales ou orales sans autre cause évidente. Un cas probable est une personne qui aurait une détection d'un virus du genre orthopox par un laboratoire qui est le laboratoire de santé publique du Québec, au Québec, ou un cas qui répondrait à deux critères à l'un des deux critères suivants qui est une exposition significative avec un cas confirmé dans les 21 jours précédant l'apparition des symptômes ou un homme ayant au moins un contact sexuel avec un autre homme dans les 21 jours précédant l'apparition des symptômes. Et un cas confirmé est la détection de l'orthopox virus simien par un test de laboratoire approprié qui est le Laboratoire national de microbiologie en ce moment. Donc, pour la gestion des cas et contacts, je vais me référer aux recommandations du ministère provincial au Québec. Pour plus de détails, les recommandations de gestion en cas et contacts sont disponibles en ligne au lien suivant. Donc, dans la gestion des cas dans la communauté, on recommande aux cas suspects, probables et confirmés de couvrir les lésions, porter un masque lors d'interactions sociales et d'éviter les contacts sexuels. Pour les cas probables et confirmés, on recommande également l'isolement à domicile si possible et on peut aussi offrir des stratégies de réduction de risque lorsque nécessaire, lorsque l'isolement à domicile n'est pas possible. Puis la période d'isolement, c'est à partir du début des symptômes jusqu'à ce que les croûtes soient tombées et qu'une couche de peau saine soit présente. On recommande d'éviter les contacts avec les animaux par mesure de précaution et de prendre des précautions pour manipuler des pansements ou laver le linge souillé. Et également de faire l'hygiène des mains, le port des gants pour un proche aidant qui assisterait dans les soins d'un cas probable confirmé. Pour la gestion des contacts dans la communauté, on parle de contacts quand il y a une exposition significative avec un cas probable ou confirmé, puis on va le détailler sur la diapositive suivante. Et c'est un contact durant la période de contagiosité qui est du début des symptômes et jusqu'à ce que les croûtes soient tombées et qu'une couche de peau saine soit présente. L'exposition significative est définie comme un contact direct de la peau ou des muqueuses avec des lésions d'un cas probable ou confirmé qui est symptomatique de variole simienne, par exemple le contact sexuel. Il y a aussi le contact direct de la peau ou des muqueuses avec des fluides corporels comme des gouttelettes salivaires, respiratoires, des exudats de plaies, encore avec un cas probable confirmé symptomatique. Il y a un contact direct de la peau ou des muqueuses avec des surfaces des objets contaminés par les liquides biologiques d'un cas probable ou confirmé. On parle, par exemple, des vêtements, les serviettes, la literie, les pansements souillés. Et il y a également un contact physique à moins d'1 mètre durant au moins 3 heures, cumulatif sur 24 heures, face à face, sans port d'un masque de type médical. Ça, c'est pour un risque moins probable de transmission par gouttelette, mais qui est également présent. Les consignes données pour les contacts. Donc, les personnes qui sont des contacts asymptomatiques sont invitées à surveiller leurs symptômes durant 21 jours et aussi de se prévaloir de la prophylaxie post-exposition, donc le vaccin Imvamune, on va en parler en plus de détails d'ici peu, qui est idéalement donné 4 jours après l'exposition significative, mais jusqu'à 14 jours. Jusqu'à 4 jours, c'est pour diminuer le risque de développer la maladie. Jusqu'à 14 jours peut aussi permettre de moduler, diminuer la sévérité de la maladie. Les personnes qui sont contacts, qui présentent des lésions compatibles avec la variole simienne doivent consulter un médecin et suivre les consignes pour les cas jusqu'à l'obtention du dépistage et des résultats de tests. Puis les personnes qui ont des symptômes systémiques seulement compatibles avec la variole simienne devraient surveiller l'apparition de lésions et prendre des précautions comme porter un masque lors d'interaction sociale, éviter les relations sexuelles, limiter les déplacements dans les sentiers. Maintenant, pour la stratégie vaccinale, qui est un élément important de la réponse de santé publique à la variole simienne, je vais offrir un peu de contexte sur le vaccin Imvamune.
Le vaccin Imvamune est un vaccin vivant atténué contre la variole de 3e génération qui est incapable de réplication, contrairement aux premières et 2e générations des vaccins contre la variole. Il est produit à partir de la souche d'orthopoxvirus, le Modified Vaccinia Ankara de Bavarian Nordic. Donc, on peut le voir sous l'abréviation MVA-BN. Il est aussi connu sous les noms de Jynneos aux États-Unis et Imvanex en Europe. Il a été autorisé par Santé Canada en 2020 pour l'immunisation axée des adultes de 18 ans et plus qui sont à risque élevé d'exposition à la variole et la variole simienne. Donc, ça a été approuvé sur la base de données d'immunogénicité ou de protection indirecte contre Vaccinia, mais il n'y a pas de données sur l'efficacité contre la variole simienne comme telle. C'est une série primaire de 2 doses à au moins 28 jours d'intervalle. Et par contre, il y a une bonne réponse immunitaire dès la première dose de vaccin. C'est un vaccin qui est généralement bien toléré, plus de contre-indications et précautions. Par contre, il faut faire attention dans un contexte antécédent d'anaphylaxie au vaccin et les précautions pour évaluer les risques et bénéfices pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, dans le contexte que le vaccin n'a pas été étudié dans ces populations. Par contre, il a été donné lorsque les risques et bénéfices étaient en faveur de donner la vaccination. Donc, comme mentionné, c'est généralement bien toléré comme vaccin, sans signal d'alarme dans les études, mais comme les études étaient relativement petites, là, il y a toujours un risque de manifestation à faible occurrence qui pourrait être possible. Le Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, s'est prononcé sur l'utilisation du vaccin Imvamune dans le contexte des éclosions de variole simienne au Canada. Donc, ils ont recommandé l'utilisation de Imvamune comme prophylaxie post-exposition pour des personnes asymptomatiques qui ont eu un risque élevé, un contact avec un cas probable ou confirmé. Une deuxième dose est également là, recommandée à 28 jours quand le risque persiste. La recommandation pour la prophylaxie pré-exposition est mentionnée seulement pour les adultes présentant un risque élevé d'exposition professionnelle en laboratoire avec l'orthopoxvirus réplicatif. Donc, le vaccin vivant là, qui est surtout dans les situations de recherche en laboratoire. Le Comité sur l'immunisation du Québec s'est également prononcé sur la vaccination contre la variole simienne. Donc, la prophylaxie pré-exposition est permise. Donc, dans des circonstances exceptionnelles, telles que définies par les autorités de santé publique, pourrait permettre l'utilisation du vaccin en pré-exposition lorsque la transmission dans un milieu spécifique est importante. Et également, on mentionne que la prophylaxie pré-exposition n'est pas recommandée pour les travailleurs de la santé. Et le justificatif est que les travailleurs de la santé portent tous des équipements de protection individuelle et sont à très faible risque. Donc, le site ne recommande pas la vaccination en pré-exposition pour ceux-ci. Maintenant, pour la stratégie vaccinale qui a été employée jusqu'à maintenant, donc l'objectif était vraiment de contrôler l'éclosion de la variole simienne dans les zones de transmission élevées qui étaient beaucoup dans la région de Montréal là, dans les débuts de l'épidémie pour justement limiter la propagation à d'autres zones, éviter une nouvelle endémicité et protéger les plus vulnérables là, aux complications. Les principes là, qui ont été appliqués dans le développement de la stratégie vaccinale étaient de maximiser les gains de santé publique dans un contexte d'approvisionnement limité aux vaccins. Donc, bien que la recommandation était de 2 vaccins, une administration à 28 jours d'intervalle, on recommande 1 dose de vaccin par personne puisque l'immunité acquise avec une dose est bonne. Puis, ça permet d'avoir une couverture qui est plus grande de la population à risque. Une stratégie qui avait été appliquée également là, pour la COVID-19. On recommande explicitement 2 doses pour les personnes immunosupprimées pour permettre d'avoir une réaction immunitaire adéquate à la vaccination. La stratégie de vaccination a été vraiment développée là, basée sur les données d'épidémiologie qui étaient vues dans la région de Montréal, donc des indications basées sur l'épidémiologie de terrain. Et dans l'application de la stratégie vaccinale, on vise de maximiser l'engagement des communautés, éviter la stigmatisation, donc en ayant des vaccinations près des communautés et en ayant des stratégies de promotion développées en collaboration avec les acteurs locaux et les organismes communautaires. Voici un peu la ligne de temps de la stratégie vaccinale. Donc, on a débuté le 30 mai avec la prophylaxie post-exposition, donc les contacts qui avaient une exposition significative, comme j'ai mentionné il y a quelques diapositives. Par contre, en pratique, plus de 80% des contacts n'étaient pas retraçables.
Donc, ça nous a mené à modifier la stratégie, à avoir une stratégie de prophylaxie post-exposition élargie à partir du 3 juin, où on ira dans les détails exactement, mais c'est de contrer le fait qu'on ne pouvait pas identifier par nom la plupart des contacts. Et le 14 juin, on est passé en prophylaxie pré-exposition pour les populations à risque. On va aller dans le détail de chacune de ces indications. Donc, pour la prophylaxie post-exposition, c'était toute personne qui a eu au cours des 14 derniers jours un contact significatif, là, comme on l'a mentionné, donc un contact direct de la peau ou des muqueuses avec les lésions, les fluides corporels, les surfaces des objets contaminés, ou un contact rapproché à moins d'1 mètre durant au moins 3 heures, face à face en port de masque. Les indications régionales de vaccination en post-exposition élargie, ça a été du 3 au 13 juin qu'elles ont été en place. C'était de continuer la prophylaxie post-exposition, mais d'aller un peu plus loin pour essayer de rejoindre la population à risque. C'était des hommes qui ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans un lieu de socialisation ou événement avec sexualité sur place dans les derniers 14 jours à Montréal. Des hommes rapportant des contacts sexuels avec 2 partenaires masculins ou plus dans les derniers 14 jours à Montréal. Des hommes ayant reçu de l'argent ou autres biens en échange de relations sexuelles avec des hommes dans les derniers 14 jours, toujours à Montréal, ou des travailleurs bénévoles qui auraient pu être en contact avec des objets ou de la literie contaminée dans un lieu de socialisation ou un événement avec sexualité sur place dans les derniers 14 jours. Donc, en essayant d'identifier des personnes qui n'auraient pas nécessairement été identifiées au traçage des contacts, mais qui auraient une exposition à risque dans les derniers 14 jours qui pourraient bénéficier de la prophylaxie post-exposition. À partir du 14 juin, on a eu des indications de vaccination au Québec vraiment campées en pré-exposition, une fois que l'approvisionnement en vaccination a été suffisant pour le permettre. Donc, on continue toujours la prophylaxie en post-exposition lorsqu'il y a des contacts qui ont des expositions significatives et qu'on peut les retracer. Par contre, il y a une offre de prophylaxie en pré-exposition pour tout homme, cis ou trans. Ici, on inclut également les personnes non-binaires et les femmes trans qui a ou aura des relations sexuelles à Montréal avec un homme cis ou trans, non-binaire, une femme trans, autre qu'un partenaire sexuel unique régulier, donc qui aurait une entente d'exclusivité sexuelle, ou dans un lieu de socialisation ou un événement avec sexualité sur place, ou en échange d'argent ou d'autres biens ou services. Et également, on couvre tout travailleur bénévole dans un lieu de socialisation avec sexualité sur place. L'objectif de la campagne de vaccination était de vacciner de 20 à 25 000 personnes là, au cours des premières semaines de son déploiement dans des estimations basées là, sur des données populationnelles sur la population qui serait potentiellement à risque. Pour le déploiement de la vaccination, il y a une offre là, qui est assez grande avec 3 sites de vaccination de masse à Montréal avec ou sans rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être pris avec Clic Santé et on confirme les indications de vaccination en ligne ou à l'arrivée. Les cliniques de santé sexuelle à Montréal aussi offrent la vaccination. Le CHU Saint-Justine est disponible pour l'administration des vaccins aux enfants de moins de 18 ans au besoin. Puis, il y a différentes initiatives là, comme une clinique piétonne temporaire à Montréal là, qui a été mise en place pour rejoindre les communautés. Et la promotion se fait avec les organismes communautaires et influenceurs locaux. Et il y a un sondage des perceptions là, sur la vaccination pour mieux comprendre la réception là, de cette offre de vaccination. Donc, le nombre de personnes vaccinées à Montréal là, pour la première dose jusqu'à maintenant s'élevait à plus de 10 000 personnes vaccinées en date du 17 juillet. En bleu, on voit les personnes dont le lieu de résidence est Montréal et en orange, on voit les personnes dont le lieu de résidence est hors Montréal ou inconnu. Les caractéristiques des personnes vaccinées sont en ligne avec les indications de vaccination, donc surtout des adultes qui sont vaccinés de sexe masculin. Pour ce qui est des manifestations cliniques inhabituelles déclarées à l'ARSP de Montréal, c'est un suivi qu'on fait là, comme dans le cadre de tout programme de vaccination. Il y a eu 5 MCI qui ont été rapportés, dont une grave, un ACV. C'était une association temporelle uniquement. Le patient avait une explication alternative pour avoir fait un ACV embolique une journée après avoir reçu la vaccination. Il y a eu des réactions locales qui ont été rapportées et une vasculite des membres inférieurs pour lequel il y avait possiblement une autre explication également. Dans les cas de variole simienne, là, parmi les vaccinés, donc un autre élément qu'on suit de proche
dans cette campagne de vaccination, c'est le délai entre l'immunisation avec une famille et la date du début des symptômes. Donc ici, c'est un tableau qui représente le nombre de jours entre la date de vaccination et celle du début des symptômes. Il y a 30 cas au total. 17 avaient été vaccinés plus de 7 jours avant le début des symptômes et 13 avaient été vaccinés plus de 14 jours avant le début des symptômes. À noter qu'il n'y a pas d'informations sur le moment de l'exposition dans ce graphique. Maintenant, passons aux interventions dans des milieux potentiellement exposés. Donc, brièvement, vous mentionnez que la santé publique fait une évaluation en profondeur des milieux qui sont potentiellement exposés à la variole simienne dans le cadre des enquêtes épidémiologiques. Donc, il y a des recommandations pour les mesures de prévention et de contrôle des infections qui sont spécifiques aux milieux, pour les milieux de soins pour lesquels il y a des recommandations spécifiques, les milieux d'hébergement communautaire pour les personnes en situation d'itinérance et différents milieux de travail. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune transmission documentée dans ces milieux à date à Montréal. Maintenant, quelques aspects au niveau communication qui vont être couverts plus en détail par mes collègues tantôt, mais c'est un aspect important de l'action de santé publique au niveau régional. Donc, on a un plan de communication qui se veut rapide, transparent, avec une approche inclusive, non stigmatisante. Le matériel est adapté sur plusieurs plateformes et ça se fait en collaboration rapprochée avec des organismes communautaires, des acteurs. Donc, en résumé, ce que les cliniciens devraient savoir sur la variole simienne. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de dépister et déclarer les cas, de recommander l'isolement ou offrir des stratégies de réduction de risque si l'isolement n'est pas possible, de recommander l'autosurveillance des symptômes pour les contacts asymptomatiques et la prophylaxie post-exposition. Et vraiment, l'emphase maintenant est sur la prophylaxie en pré-exposition pour les personnes à risque selon les critères régionaux en place, donc de la recommander aux personnes qui pourraient rencontrer ces critères. Donc, sur ça, ça mettrait fin à ma présentation. Je remercie énormément tous les contributeurs et tous les acteurs de la réponse de santé publique. Merci beaucoup. Merci, Dr. Cadieux et Dr. Bergeron, pour vos présentations. L'enregistrement du webinaire sera accessible sur le site du CCNMI sous l'onglet Webémission. Merci encore à tous et passez une excellente journée.